Été 1914. Un conflit éclate au cœur de l'Europe. Pour plus de contexte, je vous mets en lien l'épisode précédent consacré aux origines de ce conflit. Alors que certains tentent encore par tous les moyens d'empêcher ce conflit, à l'image de Jean Jaurès, il est hélas trop tard. Jean Jaurès, député et grande figure du pacifisme, sera assassiné le 31 juillet 1914 à 21h40, alors qu'il dîne au Café du Croissant, rue Montmartre, dans le 2e arrondissement de Paris. Sa mort précipitera le ralliement de la majorité de la gauche française à l'Union sacrée, y compris beaucoup de socialistes et de syndicalistes qui refusaient jusque-là de soutenir la guerre. Il n'y a plus d'espoir. La guerre aura bien lieu. Mais alors, comment va se dérouler ce conflit ? La guerre sera-t-elle courte, comme le clament tous les belligérants ? Nous voici donc arrivés au 2e épisode de notre série consacrée à la Première Guerre mondiale. C'est parti générique. Un mois après les événements survenus à Sarajevo, les gouvernements s'en remettent aux états-majors, dont les armées se mobilisent et se concentrent dans un enthousiasme général. Pour chaque peuple, l'enjeu de la guerre est pleinement accepté. Pour les Français, il s'agit de reprendre Metz et Strasbourg. Pour les Allemands, d'obtenir dans le monde la part légitime de tout être qui grandit. Pour tous, cependant, le risque apparaît limité. Chacun est persuadé que la puissance et le coût des armes modernes obligeront la guerre à être très courte et en durerait pas plus de 6 mois. Hanté depuis l'alliance franco-russe par le problème de la guerre sur 2 fronts, l'état-major allemand, suivant le célèbre plan Schlieffen élaboré en 1905, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, joue sa victoire sur la rapidité et l'ampleur de sa manœuvre enveloppante à travers la Belgique. Visant à abattre définitivement l'armée française avec la quasi-totalité de ses forces, ce plan accepte le risque d'une invasion des Russes en Prusse orientale, qui n'est défendue que par une dizaine de divisions. Chez les Français, le commandant des armées du Nord et du Nord-Est, le général Joseph Joffre, qui croit que l'aile droite allemande ne dépassera pas le couloir de la Sambre, dispose ses 5 armées de Belfort à Hirson, prolongées au nord vers Maubeuge par les 6 divisions britanniques commandées par le maréchal John French. Quant aux Russes, il est simplement entendu qu'ils attaqueront en Prusse orientale dès que possible avec le maximum de force. Le rapport des forces en présence est très favorable à l'entente, dont la population est le double de celle de l'Empire central, rassemblant un total de 238 millions d'habitants pour les forces de l'entente contre 120 millions pour les empires centraux. De plus, l'entente peut aligner 167 divisions d'infanterie contre 147 pour les forces des empires centraux, dont 36 divisions de cavalerie pour l'entente contre 22 pour celles des empires centraux. On voit donc clairement que le rapport de force est inégal et que les forces de l'entente sont supérieures en nombre, mais c'est bien les forces des empires centraux qui passent à l'attaque le premier. Le 4 août 1914, l'armée allemande envahit la Belgique quelques jours après avoir envoyé un ultimatum au gouvernement belge demandant de laisser passer les troupes allemandes par ses frontières. Suite à la violation de la neutralité belge, le Royaume-Uni, garant de ses frontières, déclara la guerre à l'Allemagne. L'armée allemande avança rapidement en Belgique, assiégeant et capturant les villes fortifiées de Liège, de Namur et d'Anvers, et repoussant l'armée belge, forte de 200 000 hommes, soutenue par les alliés anglais et français à l'ouest. Le 20 août, les Allemands sont à Bruxelles, à Namur et à Neufchâteau, tandis que les Belges se replient sur Anvers. Au même moment, de terribles combats s'engagent en Alsace, où les Français atteignent Mulhouse, en Lorraine, où les généraux Castelnau et Foch doivent renoncer à Morange, mais résistent victorieusement en avant de Nancy, et enfin, dans les Ardennes, où, le 22 août, Français et Allemands se heurtent en aveugle dans les sanglantes batailles de rencontre de Neufchâteau et de Virton. C'est pourtant en Belgique que se joue l'action principale. Sourd aux appels lancés du général Lanzac, qui, seul voit clair dans le jeu allemand, Joffre tarde à porter sa 5e armée sur la Sambre. Elle y parvient seulement le 22 août, pour se faire bousculer à Charleroi par les forces conjuguées des généraux Kluck, Bülow et Hausen, tandis que le maréchal French essuie un grave échec à Mons. Le 25 août 1914, Joffre lance son ordre de repli général sur la Somme et l'Aisne. À la fin du mois d'août 1914, l'euphorie règne à Berlin. L'ennemi en pleine retraite n'est plus capable d'offrir une résistance sérieuse.
proclame le communiqué allemand du 27 août 1914. Le 9 septembre, le projet de traité de paix qui prévoit l'organisation d'une Europe allemande est approuvé par le chancelier Bethmann Hollweg. Mais alors que le commandant en chef allemand Moltke croit tenir la décision, les Français vont redresser la situation. Le général en chef français Joffre et le commandant britannique French organisent une retraite générale en bon ordre. Les Allemands, trop heureux de leur succès, tournent Paris en obliquant vers la Marne. Erreur fatale. Au prix d'un effort surhumain, les Français stoppent net leur avancée par la contre-offensive de la Marne, qui eut lieu entre le 6 et le 11 septembre 1914. Cette bataille sera symbolisée par l'emploi de renforts depuis Paris jusqu'au front, avec l'utilisation de taxis parisiens. Cette opération permit d'acheminer rapidement environ entre 3000 et 5000 hommes selon les sources, mais en aucun cas elle n'a renversé le cours de la première bataille de la Marne, contrairement à une certaine idée reçue. En revanche, cette manœuvre inédite dans son ampleur eut une réelle portée psychologique sur la population, l'épopée devenant rapidement un symbole d'unité et de solidarité nationale. Lors de ces 2 jours d'opération, la distance parcourue variant entre 120 et 200 km, la somme au compteur pouvait atteindre 130 francs à l'époque, à raison de 20 centimes par kilomètre, donc les chauffeurs touchaient réglementairement 27% du montant. Cette opération coûta 70 102 francs au trésor public, ce qui vaut à peu près aujourd'hui à la somme de 23 940 974 € et 85 centimes. On peut donc considérer cette opération comme une des premières applications du concept d'unité motorisée, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Les troupes allemandes et françaises, suite à cela, vont alors tenter de se déborder l'une et l'autre par l'ouest. C'est ce que l'on va appeler la course à la mer. Mais personne n'arrive à percer le front. Les troupes allemandes vont alors creuser des tranchées et s'y enterrer afin d'éviter de reculer davantage, et les troupes franco-britanniques vont faire de même. Le front franco-allemand se stabilise dans la boue de la mer du Nord aux Vosges sur un front total de 750 km, et cette situation va durer 4 longues et terribles années. Tandis que le front ouest européen se stabilise, l'armée russe se met en marche sur le front est. Alarmé le 21 août par les appels au secours du général von Prittwitz, qui doit reculer en Prusse orientale sous la violence des attaques russes du général Rennenkampf, Moltke doit y dépêcher 2 corps. Il confie la direction du front de l'Est au général Hindenburg, auquel il donne le général Ludendorff comme adjoint. Ceux-ci brisent aussitôt l'effort des armées russes en détruisant l'armée de Samsonov dans la mémorable bataille de Tannenberg qui eut lieu le 26 août 1914. Au sud, toutefois, la brillante offensive du grand-duc Nicolas chasse les Autrichiens de Lvov le 3 septembre et les refoule sur la frontière allemande de Silésie, qui ne sera dégagée que par une nouvelle et remarquable contre-offensive de Hindenburg et de Mackensen sur l'Otz en novembre. Plus au sud encore, les Autrichiens subissent un grave échec en Serbie, où la petite armée du voïvode Radomir Poutnik réussit à rentrer victorieusement à Belgrade le 13 décembre 1914. À la fin de l'année 1914, le conflit prend un visage réellement imprévu. Tous les plans des états-majors se sont effondrés, et pour chacun, tout est à recommencer. C'est chez les Allemands que la déception a été la plus vive, entraînant dès le 14 septembre le remplacement de Moltke à la direction suprême de l'armée par le jeune ministre de la guerre prussien, le général Erich von Falkenhayn. Ce dernier cherche, en reportant ses forces vers l'ouest, à déborder de nouveau l'aile gauche française au-delà de Compiègne. Mais cette fois, Joffre répond aussitôt à sa manœuvre en transférant des forces de Lorraine en Picardie et en Artois, où, en octobre, se constitue un front prolongé jusqu'à la mer. En novembre, Falkenhayn tente un suprême effort sur Calais, qui échoue au cours de la sanglante mêlée des Flandres, où Foch coordonne l'action des forces britanniques, belges venant d'Anvers et françaises. Dans les 2 camps, les munitions manquent et un front continu s'établit dans les tranchées sur 750 km de Nieuport à la frontière suisse. 2 belligérants nouveaux sont alors entrés en lice depuis les événements de l'été 14. Dès le 23 août 1914, le Japon s'engage aux côtés des Alliés avec la volonté d'affirmer sa situation en Extrême-Orient. Au cours de l'été, en dépit de l'arrivée des croiseurs allemands Goeben et Breslau dès le 10 août à Constantinople, la Turquie hésite encore et ne rompra avec les Alliés que le 3 novembre. Sur le plan militaire, tout est donc à repenser. Mais le premier souci des belligérants est alors de durer,
en remettant en marche administration et industrie de guerre pour permettre aux populations de vivre et aux armées de combattre. Si l'Allemagne, qui a définitivement écarté l'invasion de son territoire, bénéficie de l'organisation moderne et puissante de son économie, la France, elle, se trouve au contraire gravement handicapée. Ses départements les plus riches sont envahis par l'ennemi et soumis à un très rude régime d'occupation. Leur potentiel représente 95 hauts fourneaux sur 123, 90% du minerai de fer et 40% du charbon français. Quant aux Anglais, ils découvrent avec le ministre de la Guerre, Kitchener, que leur engagement militaire les entraînera beaucoup plus loin qu'ils ne le pensaient, mais ils fondent tous leurs espoirs sur le contrôle de la liberté des mers qu'ils viennent de rétablir à leur profit et qui leur permet de jouer désormais à fond l'arme du blocus, grâce notamment à sa Royal Navy qui est, à l'époque, considérée comme étant la première marine du monde. Quand la Première Guerre mondiale éclata en juillet 1914, nombreux étaient les Européens qui pensaient que les combats ne seraient à Noël plus que de l'histoire ancienne. Mais ce ne fut pas le cas, et près de 6 mois après le début de la guerre, des centaines de milliers de soldats célébrèrent la période des fêtes du mieux qu'ils le purent dans les tranchées gelées d'Europe de l'Ouest. Les trêves spontanées qui eurent lieu le long du front de l'Ouest, en particulier celles entre forces britanniques et allemandes, comptent parmi les événements les plus célèbres de décembre 1914. La veille de Noël, à certains endroits, des soldats allemands décorèrent leurs tranchées avec des sapins et entonnèrent des chants de Noël. Flottant à travers le No Man's Land, une sérénade de Noël britannique se fit entendre en retour. Le lendemain, les hommes passèrent du temps ensemble, en dehors des tranchées, échangèrent des salutations ainsi que des cadeaux, comme du rhum ou des cigares. L'histoire la plus célèbre de cette trêve fut peut-être aussi celle la plus difficile à documenter, celle des matchs de football qui eurent lieu le jour de Noël. Des témoignages reportés et indirects firent leur apparition dans les journaux et dans les courriers. Mais les témoignages directs d'une personne ayant assisté à un match ou bien en ayant directement disputé un sont rares. Néanmoins, on peut prouver l'existence d'un petit match grâce à 2 lettres écrites par des soldats britanniques, le caporal Albert Wyatt et le sergent Frank Naden, qui décrivent une partie de football dans la commune de Wulverghem en Belgique. Le récit d'Albert Wyatt fut publié dans un article du Z4 Times décrivant une partie de ballon entre 2 lignes de tir. À l'aide de méthodes similaires, des historiens peuvent confirmer l'existence d'un autre match à Frélinguien, en France. Même si les parties furent plus modestes et moins nombreuses qu'on ne le croyait à l'origine, cela n'empêcha pas la commémoration de la trêve qui se tint en 2014. Mais la trêve de 1914 ne dura pas, et bientôt les combats retournent sur le front de l'Ouest. Si les récits de l'observance de la fête par les journaux pour charmer les personnes se trouvant loin du front, les commandants militaires, eux, furent horrifiés. Lors des 3 Noëls qui suivirent, ils donnèrent des ordres de sorte à empêcher toute nouvelle fraternisation entre les forces antagonistes. La sauvagerie implacable de ce conflit aurait de toute manière probablement rendu ces ordres inutiles. En décembre 1914, la guerre était encore jeune, mais les hostilités se prolongèrent, et après des années d'horreur dans les tranchées, les soldats, marqués par les combats, s'étaient endurcis. L'attitude vis-à-vis des échanges de cadeaux ne sera plus la même.